ANEB, le balado d'aide aux proches, vous est offert en collaboration avec ANEB et le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes. ANEB est un organisme provincial à but non lucratif qui a pour mission de garantir une aide immédiate, spécialisée et gratuite aux personnes atteintes d'un trouble alimentaire et leurs proches depuis plus de 35 ans. Bonjour, je m'appelle Sophie Azisto et je suis l'animatrice du balado d'ANEB pour l'aide aux proches et maman d'une jeune femme qui souffre d'un trouble alimentaire. Tout au long de la série, en compagnie de Josée Champagne, directrice générale d'ANEB, nous recevons des spécialistes des troubles alimentaires. Nous recueillerons des témoignages et partagerons des outils dans le but premier de soutenir les proches. En comprenant mieux la maladie et ses enjeux, les proches seront plus aptes à soutenir la personne atteinte d'un trouble alimentaire et réunir les conditions favorables à sa guérison. Dans cet épisode, on aborde un sujet sensible, complexe, mais essentiel à comprendre lorsqu'on parle de santé mentale et de troubles alimentaires. La loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Cette loi, souvent appelée la loi P38, encadre les situations où une personne peut être amenée à recevoir des soins sans son consentement lorsqu'elle représente un danger pour elle-même ou pour les autres. On doit le souligner, c'est une mesure exceptionnelle entourée de balises juridiques précises, mais qui soulève aussi de profondes questions humaines, éthiques et cliniques. Dans cet épisode, on prend le temps d'explorer ce sujet avec beaucoup de sensibilité. On parlera du cadre légal, mais bien sûr, aussi de la réalité vécue par une personne qui a vécu cette mesure de protection. Pour le faire, nous serons accompagnés de maître Frédéric Forget et Ève Lery. Frédéric est avocate et co-coordinatrice du projet de soutien aux travailleurs étrangers temporaires de justice pro bono, qui offre des conseils juridiques en droit du travail à travers le Québec. Auparavant, elle a pratiqué 4 ans chez Monette Paraquette, cabinet d'avocats se spécialisant en droit du travail et de la santé, qui représente des établissements hospitaliers et des centres de services sociaux. Elle a également conseillé des clients confrontés à des enjeux complexes en santé mentale. À 22 ans, Ève Lery est guérie à 100% de l'anorexie diagnostiquée à 12 ans et qui a failli la tuer il y a 2 ans. Malgré cette maladie grave qui l'a affligée dès ses 8 ans et qui lui a laissé des dommages irréversibles, elle reste souriante, réalise ses projets et profite pleinement de la vie. Bonjour Frédéric, bonjour Ève Lery, bonjour Josée. Bonjour. Allô. Bonjour. Très contente de vous avoir ici. Grosse conversation aujourd'hui. Je pense qu'on va commencer léger. Bien, je dis léger, mais c'est pas vraiment léger, Ève Lery. Je te demanderais de peut-être partager avec nous ton histoire. Oui, mon histoire n'est pas nécessairement légère. Non, exact. Mais il y a du contenu. Mais tu sais, si je peux faire brièvement, j'ai commencé à avoir des pensées un peu obsessives à propos de l'alimentation à 8 ans. Mais ça a été diagnostiqué mon trouble alimentaire à 12 ans. Mais dès mes 8 à 12 ans, je commençais à couper l'alimentation. Jeune, hein? Oui. J'ai été végétarienne à l'âge de 11 ans. C'est là que ma mère s'est doutée de quelque chose. Hein. Ben oui, à 11 ans de se lancer dans un type d'alimentation végétarienne, c'est peut-être une décision trop jeune, quand on est trop jeune pour prendre. Oui, c'était pas nécessairement pour l'environnement à ce moment-là. J'étais trop jeune pour en prendre conscience. C'est ça. Fait que de mes 12 ans à mes, 21 ans, 20 ans, j'ai été anorexique. J'ai eu plusieurs phases. Au début, c'était plus léger. Après, à mes 16 ans, j'ai été diagnostiquée anorexique chronique et sévère. J'avais une dénutrition sévère pendant au moins 6 ans. Ça, on doit le dire, c'est juste que ça vient avec beaucoup de conséquences physiques aussi, autant sur le corps que sur le mental. Oui. La dénutrition sévère, c'est long, 6 ans d'être. Parce qu'habituellement, c'est sûr que c'est des phases, hein, on le dit, c'est pas en continu un trouble alimentaire, fait que c'est bien que tu le mentionnes. Oui. Mais dans le fond, j'ai été dénutrie plus de 10 ans. C'est sûr que mon 6 ans a été vraiment... j'avais beaucoup de répercussions sur ma santé, là. Dès mes 12-13 ans, là, j'étais déjà en anémie. J'avais beaucoup de conséquences. C'est pour ça que mes chances de m'en sortir un jour étaient minimes. Tu penses?
C'est comme ça que tu te sentais ou c'est quelque chose qu'on t'a dit? C'est quelque chose qu'on m'a dit. OK, parce que je veux l'adresser. Fausse croyance, encore une fois. Merci. Josée, Ouais. tu veux-tu adresser ce point-là qu'on veut Ouais. tout de suite pour Ouais. tout le monde qui nous écoute? Qu'on peut C'est définitivement important. se sortir d'un trouble alimentaire. Oui. Toutes les puis je tiens à le dire, là, dans les épisodes, on reçoit une sommité des troubles alimentaires rattachée à l'Institut universitaire Douglas qui va clarifier tout ça. Et toutes tes études le démontrent qu'un trouble alimentaire, peu importe le nombre d'années, la sévérité, on a toujours des chances de s'en sortir. Donc, le mythe qu'on ne peut pas s'en sortir, puis qu'on t'a dit, Ève-Laurie, Ouais. qui t'a probablement aussi fait mal, parce que même dans tes croyances à toi, c'est faux. Puis même si ça vient d'un praticien, c'est des gens qui sont mal informés. Fait qu'on veut Oui. vous le dire. Exactement. Puis à 16 ans, quand on m'a dit que mes chances, que j'allais jamais m'en sortir, Terrible ben, de dire ça. c'est Super vraiment espoir, là. C'est ça, c'est vraiment à ce moment-là que la maladie a pris tout le dessus et que là, j'étais en dénutrition vraiment sévère, même critique là, vers la fin. Puis c'est là que j'ai eu beaucoup d'hospitalisation, mais je restais pas. Puis c'est là qu'est venue ma grosse hospitalisation, puis des grosses conséquences. Là. Qu'est-ce que tu entends par grosses conséquences? Ben, voilà 2 ans, quand j'ai été hospitalisée, j'avais une... je sais pas comment trop l'expliquer, une partie de mon cerveau, j'arrivais plus à réfléchir. Je pense que c'est bien dit, ça. Oui. Le cerveau est tellement dénutri qu'il n'est plus dans... On fait plus des décisions rationnelles. là. Il n'y a plus de rationalité. J'arrivais même plus... ça arrivait du jour au lendemain. Je parlais pas, je regardais vraiment dans le vide, j'étais plus là, mon teint était très, très pâle. J'étais comme plus là. Ta mère devait être inquiète, tes parents devaient être inquiets. Oui, c'est pour ça que j'ai été hospitalisée d'urgence, même si je voulais pas, parce que moi, je comprenais pas. OK, fait qu'à ce moment-là, tu ne voulais pas être hospitalisée. Non. Puis là, j'imagine que c'est là qu'on parle de la P38, la fameuse P38. Oui, c'est ça, exactement. Puis aussi, c'est que mon corps est en train de lâcher petit à petit. Puis ça l'a dégradé vraiment vite rendu à l'hôpital. Là, mes organes, j'étais beaucoup déshydratée, fait que mes organes avaient de la misère. Fait que c'est sûr que... Puis moi, je m'en rendais pas compte. Un bout de temps, je me suis sentie partir parce que je me sentais tellement... comment expliquer? Très, très calme à un moment. Et j'avais demandé à mon médecin, est-ce que je vais mourir? Puis elle m'a dit oui si on fait rien. T'as frôlé la mort, Ève-Laurie. Oui. Je trouve ça difficile d'entendre ça, mais Oui. je veux dire, je te trouve courageuse de nous le dire. Ouais. Mais c'est ça. On le dit souvent, là, l'anorexie représente la maladie mentale avec le plus haut taux de mortalité. Ben, c'est ça. Je suis très contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Moi aussi. Parce qu'on sait qu'à chaque année, on en perd, malheureusement, des gens. Oui. Mais aujourd'hui, ton énergie, tout me dit que... Comment vas-tu aujourd'hui, Ève-Laurie? Ça va bien. Je suis heureuse. J'ai une belle vie, mais ça laisse vraiment des conséquences. Puis j'en vis au quotidien. Je suis encore malade, pas de l'anorexie, là, je suis guérie totalement, mais mon corps subit beaucoup de Les choses. contre-coups de toutes ces années-là. Oui. Puis des fois, je sais pas si je vais voir la fin d'être vraiment bien. Parce que moi, je suis bien dans mon corps, là, c'est vraiment derrière moi, la maladie et tout. Mais il y a tellement des répercussions. Comme, en as-tu une que tu peux partager avec nous? Oui, j'ai des troubles digestifs chroniques. On ne sait pas encore exactement, mais c'est vraiment difficile à vivre. Là. Mon corps n'arrive pas à bien assimiler la nourriture et tout ça. Même si c'était correct en sortant de l'hôpital, c'est vraiment des répercussions qui peuvent arriver puis développer des maladies C'est par ça, la quand suite aussi. Hein. ça part d'un enjeu de santé mentale, mais ça a des répercussions réelles sur le physique. C'est quand tu te dénutris autant sur une longue période, le corps, c'est sûr qu'il y a des séquelles. Ça peut être aussi au niveau des os, l'ostéoporose. On peut... Oui, j'ai aussi une ostéoporose qui est surveillée de près. Mais c'est sûr que je suis plus fragile. Dès que je vais m'accrocher le coude, je vais avoir un bon bleu. Ouais. C'est sûr que je pensais pas avoir autant de conséquences parce qu'on n'en parle pas tant. Moi, on n'a pas tant parlé. On me dit, ça va être beau ton après, ça va Pour vrai? être beau. Oui. Encore une fois,
En même temps, est-ce que ça l'aurait, si tu l'avais su, t'aurais-tu changé, tu sais, quand t'es dans la maladie, est-ce que ça... Ah non, je saurais pas. Non, parce que tu t'es rendu au seuil de la mort, puis c'est ça, la puissance dans le sens que c'est tellement, les pensées sont tellement fortes et envahissantes, ce qu'on comprend, que ça... tu savais même pas, tu étais peut-être sur le seuil de mourir, puis tu te rendais là quand même. Et c'est là qu'on a dû prendre, en fond, des sont arrivés à faire la P38. Oui. Comment... On va parler de la P38 dans un instant avec Maître Forget qui va nous expliquer, Frédéric va nous expliquer le côté légal, mais toi qui as reçu ça, comment tu as reçu ça, la P38? Peut-être avant de te le demander, Frédéric, nous expliquer la différence entre une P38 puis une ordonnance de traitement. Parce que c'est facile de mélanger les deux, mais ça n'agit pas au même niveau. C'est pas la même chose. Exactement. Donc, une P38, c'est vraiment pour obtenir l'hospitalisation de la personne. On va demander une P38 quand une personne va présenter un risque imminent pour sa vie à elle ou la vie d'autrui, ou en fait un risque ou un danger. Donc, le but, c'est vraiment d'obtenir l'hospitalisation durant une certaine période de temps. Tandis qu'une ordonnance de traitement, elle va viser vraiment le traitement. Dans un contexte de troubles alimentaires, le traitement pourrait être, par exemple, des solutés, donc tout ce qui vise la nutrition. Mais si une personne est en P38 et qu'elle ne veut pas s'alimenter dans le contexte de l'hospitalisation, il va falloir demander une ordonnance de traitement. Ah, c'est intéressant. Donc, tu peux avoir les deux concomitants. Tu peux avoir une P38 parce que tu as obligé la personne à se faire hospitaliser. Et ensuite de ça, en même temps, il y a également une ordonnance de traitement pour s'assurer que le traitement est reçu. Parce qu'on s'entend que dans un cas comme toi, Evelyrie, le traitement, c'est pas juste 24 heures, 48 heures à l'hôpital quand on est à ton niveau. On parle de semaines et souvent de mois d'hospitalisation. Donc ça prendrait les deux. Donc, on va revenir en détail après à la P38, mais là, je t'ai interrompu, Evelyrie. Comment tu as vécu ça? Parce que là, puis après ça, je vais te redemander, Frédéric, comment un parent, comment ça fonctionne ou pour un proche, on demande une P38. Là, toi, c'est tes parents, c'est ta mère qui a fait la demande? D'abord, c'est mon médecin. OK. Donc, le médecin a vu une urgence. Oui. Puis, il a fait la demande de P38. Oui. Mais c'est mon père qui a aussi signé pour faire la demande. Parce que tu étais mineure à ce moment-là? Non. Non. Mais mon père voulait que j'ai une ordonnance de soins, puis mon médecin était vraiment d'accord parce qu'elle voyait l'urgence médicale qui était vraiment présente, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est plus... Comment t'as reçu ça, toi, à ce moment-là? Moi, à ce moment-là, j'étais déconnectée, là. j'étais tellement ailleurs. Je comprenais pas. Pour moi, j'étais comme, ben, ça sert à rien d'essayer quelque chose. C'est ça que je disais souvent. Comme, mais ça sert à rien. Je suis déjà... Moi, je me sentais T'étais comme un cas perdu. C'est ça. Je me sentais vraiment partir à des moments. Comme si je le sentais que j'allais mourir, là. Puis ça te faisait quoi? Par moments, je me sentais vraiment très calme, sereine, comme si c'est ça qui m'attendait, même si je voulais pas mourir, parce que j'ai jamais voulu, là. Mais ça c'est bon que tu le dises, dans le sens que si tu voulais pas mourir, est-ce que ça se peut que tu te sentais comme... Tu avais tellement plus de force que la force de te battre était juste pas là? Oui, j'étais épuisée. Juste respirer était rendu un défi, là. C'était vraiment difficile de tout faire. Tu avais juste le goût de baisser les bras. C'est ça, parce que j'étais fatiguée. J'étais à un niveau de fatigue. Mon corps était épuisé. Fait que c'est sûr que quand on me dit on va faire la demande, ça a pris quand même longtemps, là. Ça a pris 3 semaines à peu près. Même? Pour vrai? Dans un cas où tu étais aussi affaiblie que ça? Oui. Je suis étonnée. Moi Frédéric, peux-tu nous parler de ça? Je vois. Parce qu'il me semble que c'est imminent. Oui, là. exact. Oui. Mais là, on parlait d'ordonnance de traitement, c'est ça? C'est pas la P38 à ce moment-là. C'était une ordonnance de traitement. OK, merci de se clarifier. Parce que je pensais que la P38, c'est toute l'urgence. C'est imminent. OK. On est dans l'urgence. Ouais. OK. Peux-tu nous... Oui. Je fais une autre parenthèse avant Tout à de... fait. Alors, si on parle de la P38, donc la demande de garde, ça va venir en 3 étapes. Premièrement, il peut avoir en fait une garde préventive. Oui. La garde préventive peut être demandée par une infirmière spécialisée ou un médecin. Ça n'a pas besoin d'être un psychiatre. Ça va être quand un de ces intervenants va voir vraiment un danger imminent. Mais ça prend un intervenant, ça prend un médecin, c'est qui Il faut doit... que ça soit un médecin, en fait, ou un IPS, là, dans un établissement de santé, qui va voir effectivement qu'il y a un danger imminent et il va demander de garder la personne sans son consentement durant 72 heures. La demande de garde en établissement,
souvent, ça vient environ en 3 étapes. Donc, une première étape, c'est la garde préventive. À ce moment-là, il va y avoir un médecin ou une infirmière spécialisée qui va venir noter qu'il y a un danger pour la personne et il va demander de garder la personne en établissement 72 heures sans son consentement. Donc, c'est vraiment une mesure d'urgence là, pour protéger sa sécurité. J'imagine que c'est pour ça qu'on met un délai pour pas qu'il y ait des abus, de dire, je vais commencer à la garder. Donc là, après du 72 heures, tu as besoin d'avoir une évaluation. En fait, une ordonnance du tribunal pour évaluer la personne par un psychiatre. Donc, au terme de 72 heures, si on n'a pas d'ordonnance du tribunal, on doit libérer la personne. Par contre, c'est à l'intérieur de ce 72 heures-là qu'on va aller demander une ordonnance du tribunal pour avoir ce qu'on appelle une garde provisoire pour effectuer une évaluation psychiatrique. Et donc là, les avocats vont faire des demandes avec ce qui est dans la demande dans la garde provisoire et on va obtenir là, une ordonnance pour procéder à l'évaluation psychiatrique et garder la personne durant ce temps-là à l'hôpital. Et il doit y avoir 2 évaluations psychiatriques qui sont effectuées rapidement à l'intérieur de 96 heures. Et ensuite, si la personne le présente réellement, selon les 2 évaluations psychiatriques, un danger pour elle-même. Ou pour autrui. Ou pour autrui. Là, on est dans le contexte de troubles alimentaires. C'est donc, juste pour elle-même. Donc, je vais me concentrer sur aujourd'hui le danger pour elle-même. Oui. Alors, puis le danger pour elle-même, ça pourrait être de l'automutilation, des pensées suicidaires qui sont assez concrètes. Et ça peut être aussi de la dénutrition sévère là, qui va jusqu'à un risque pour sa survie. Là, à ce moment-là, on va demander une demande de garde en établissement qui peut aller jusqu'à un maximum de 30 jours. Ah oui, OK. Donc, après 30 jours, on doit refaire une demande si... Un renouvellement. Un renouvellement. Oui. Ce qui doit arriver quand même assez fréquemment dans un contexte comme ça. Parce que, comme on le disait, c'est pas des cas qui se règlent en 30 jours. Exactement. Mais c'est vraiment une balance de droits et libertés, je dirais. Ouais. Parce que... la jurisprudence reconnaît que une demande de garde en établissement, c'est pas un traitement, justement, et on garde pas les personnes contre leur gré à renouvellement. Donc, pendant ces 30 jours-là, il faut que l'équipe médicale se mobilise et travaille en collaboration avec la patiente pour trouver des ressources pour faire un plan de sortie avec des intervenants, par exemple, et lui permettre de retourner chez elle, mais d'avoir un suivi en continu, par exemple. Oui, j'imagine, juste en 30 jours, tu as le temps de rétablir un peu la réhydratation, puis même en mangeant un peu plus, tu retrouves un peu plus de la personne où est-ce que tu peux avoir une discussion qui est éclairée, contrairement à quand elle arrive, qui est dans un état, comme tu mentionnais, Valerie, où tu es déconnecté, puis là, il n'y a aucun genre de discussion qui est possible. J'imagine que dans 30 jours, tu peux établir un... C'est ce qu'on vise. Oui, c'est ça, un dialogue pour que la personne puisse reconnaître qu'elle a besoin. Oui. Donc, dans un cas comme ça, Valerie, ça a commencé par on a besoin d'une demande, une ordonnance de traitement, mais là, c'était pas suffisant parce que ça prenait dans le temps. Il y a eu une urgence qui s'est installée avant que l'ordonnance de traitement qui pouvait prendre 3 semaines est arrivée. Donc, il y a eu une P38 qui a été demandée par ton médecin. Oui, j'imagine. Moi, ça s'est passé un peu différemment. Là. Je pense que je ne suis pas au courant de tout. Fait que je ne vais pas dire n'importe quoi. Bien, rendu là, j'imagine que ça revient à ce que tu disais. Tu étais dans un état un peu léthargique, fait que ça s'est peut-être tout fait... C'est ça. C'est juste que moi, je sais qu'il n'y avait peut-être pas un délai de 30 jours. Vraiment, je me rappelle qu'on avait... Ce que j'ai compris, c'est que c'était le temps que j'ai un poids santé. La demande de rester à l'hôpital. Ça, c'était ton ordonnance de traitement. Oui. Mais quand qui t'a amené à l'hôpital et t'a dit que tu n'as pas le choix? Dans le fond, j'avais eu un rendez-vous avec mon médecin. Puis quand elle a vu mon état, c'est vraiment elle qui a décidé. Elle a dit, je te garde. Pris la décision. Fait qu'elle est rendue là, elle a probablement fait la demande de P38 parce Sûrement. que toi, tu voulais pas, mais elle t'a pas donné le choix. En fait, j'ai eu un choix au début. Ah oui? Un choix qui déchire quand même. Parce que mon état allait vraiment pas bien. Et ça faisait tellement des années. Puis vu que mon état physique était vraiment désastreux, là, je vais le dire comme ça, le choix était soit qu'on fait pas de traitement et que j'allais en soins palliatifs, ou soit que je essayais le traitement, tout ça. Quand elle m'a posé la question, elle s'est rendue compte que j'avais une dénutrition au niveau de mon cerveau parce que j'arrivais pas à prendre une décision éclairée. C'est là qu'elle a décidé. C'est là qu'il y a eu la P38. Oui, dans ton contexte, je pense que c'est important de vraiment comprendre la distinction. Quand on parle d'une demande de garde en établissement, la P38, c'est vraiment,
on va hospitaliser quelqu'un contre son gré, en fait, parce qu'elle présente un danger. Mais dans le cas de l'autorisation de traitement, il y a vraiment 2 critères. C'est une inaptitude à consentir. Puis c'est là qu'on parle d'une inaptitude à consentir parce que c'est une inaptitude à consentir face au traitement. C'est pas une inaptitude à consentir en général, comme quand on parle de personnes qui ont des pertes de mémoire, par exemple, puis qui sont plus à même de décider là, comment administrer leurs choses. Mais on parle vraiment d'une inaptitude face à la maladie. Il y a certains critères qui sont, en fait, de ne pas reconnaître l'impact de la maladie sur nous, ne pas reconnaître le traitement, les avantages du traitement, les désavantages du traitement et les risques de ne pas subir le traitement. Donc, je pense qu'on est plus dans C'était plus dans ça. Oui, exactement. Mais Frédéric, dans quel cas, à ce moment-là, as-tu un cas d'expérience où la P38 s'est appliquée avant l'ordonnance de traitement? Oui, mais en fait, ça va être dans le contexte où une personne, par exemple, elle peut être chez elle, puis elle est en cas de dénutrition sévère ou dans un centre, puis où on va constater, par exemple, qu'elle va atteindre à sa vie ou elle va se laisser vraiment mourir et que si on ne fait rien, dans les prochaines 72 heures, elle va décéder. Donc là, on va vraiment l'amener à l'hôpital. Que ça soit dans les prochaines 72 heures, c'est comme... Bien, il faut que ça soit imminent. Imminent, c'est le critère. Là, donc, puis les policiers peuvent aller chercher une personne chez elle dans ce contexte-là. Et là, la personne va être mise effectivement en garde préventive. C'est ça, même si elle ne veut pas, elle va être escortée. Oui, la loi le prévoit. La loi P38 prévoit que les policiers peuvent y aller à la demande de la famille, par exemple, ou à la demande d'un organisme. Là. Donc, tu viens de répondre un peu à ma deuxième question. Ça pourrait être... Ce n'est pas qu'un corps médical qui peut demander une P38. Comme famille, mais en même temps, qui va me la donner? C'est ça doit une évaluation du médecin. Une évaluation. Donc, pour faire des cas hypothétiques, mais dans un cas de trouble alimentaire, la famille sait que la personne souffre depuis longtemps, son état est très inquiétant. Il y a un médecin traitant dans le portrait. On peut communiquer avec le médecin traitant et dire, regarde, voici les signes qu'on observe, on est très, très inquiet. Le médecin traitant pourrait décider à ce moment-là de faire appel à une P38 en connaissant le dossier de la patiente. Oui, c'est lui qui va comme démarrer les procédures. Donc, dans ton cas, ça aurait pu être le cas du médecin, par exemple, qui dit, OK, là, je ne peux pas te laisser partir. On la met en préventive et c'est là qu'on a 72 heures pour faire appel à des psychiatres. Puis l'ordonnance de traitement, ensuite de ça, prend son cours. Là, effectivement, pendant le 30 jours, par exemple, si on obtient une garde en établissement à l'intérieur même du 30 jours, là, on peut s'activer pour faire une demande d'ordonnance de traitement. Et là, le traitement serait effectivement, par exemple, obtenir la nutrition jusqu'à ce que tu aies un poids santé. Oui, exactement. Jusqu'à un poids santé. Ouais. OK, mais là, de où tu partais jusqu'à un poids santé, là, c'est comme... Merci. On parle de combien de temps? Là, c'est des mois et des mois? J'ai resté 6 mois à l'hôpital. Oui, OK. Ouais. Tout un combat. C'est long. Tout un combat. Oui. Est-ce que tu as l'impression que s'il n'y avait pas eu ces mesures-là, tu serais avec nous aujourd'hui? Non. Puis je suis convaincue parce qu'on me l'a dit. Puis avant que j'ai ma nutrition entérale par sonde, ben puis ça a été vraiment compliqué là, quand je l'ai eu, parce que mon corps réagissait mal. Ben, je pense que j'aurais étoffé une semaine, quelque chose comme ça. Là. C'est ce qu'on me répétait. Puis moi, j'étais convaincue, j'étais comme, mais non, vous me mentez. Tu sais, il y a des fois, je me sentais par ça, puis il y a des fois, j'étais comme, je vais pas mourir. Tu sais, j'étais vraiment tiraillée entre les deux. Mais c'était-tu tiraillée entre ta partie, encore la voix saine cachée quelque part, puis la maladie qui était comme... sous laquelle tu étais sous l'emprise? C'est ça. Ma voix saine savait qu'il se passait quelque chose, puis je savais que j'allais partir s'il se passait rien. Puis, la voix malade, t'es comme, t'es capable encore. On peut aller plus loin. C'est ça. Moi, je pouvais plus aller plus loin. Là. Non. J'étais au bout, là. Fait que ça t'a littéralement sauvé la vie, là. Oui, ça m'a sauvé la vie. Puis, une chance, parce que, tu sais, je suis contente d'être là. Nous autres aussi. Oui, vraiment. C'est ça c'est toute la tristesse. Puis, dans le fond, les gens qui nous écoutent en ce moment, probablement que vous avez des gros questionnements parce que c'est des décisions déchirantes à faire. On a toujours l'impression, non, on n'est pas rendu là. Ou, tu sais, c'est des mesures soit judiciarisées ou demander à un médecin. Mais en même temps, si vous avez ces questionnements-là, il ne faut pas avoir peur parce que, regarde, tu ne serais pas avec nous, donc... Puis tu ne voulais pas partir, puis tu étais malade. C'est la maladie, donc il y a une raison pourquoi ces mesures-là aussi
impressionnante qu'elle peut le sembler, existe. C'est pour pouvoir mettre un frein à une maladie qui peut prendre tout le contrôle de quelqu'un. Donc, j'avais tout donné à la maladie. Exact. Ouais. Ah ben, la maladie, elle va tout prendre jusqu'au bout. Hein? C'est ça, malheureusement, on peut le dire. Là, c'est un terroriste. Oui, c'est ça, c'est exactement. Je le vois vraiment, tu laisses une porte, une petite craque ouverte, même un petit peu. Elle va juste se faufiler, puis rentrer, puis prendre vraiment possession de ton corps. Oui. Moi, comme proche, j'ai toujours fait la distinction, comme par rapport à ma fille, c'est comme si c'est vraiment le possédé. Là. T'es pris au piège. Oui, c'est ça. Bien, moi, je suis contente qu'on parle avec toi aujourd'hui. J'espère que dans tout ce qu'on dit, il y a quand même le message d'espoir que les gens peuvent s'entendre. Il y a définitivement, donc, on guérit de la maladie et même si ces mesures-là sont extraordinaires, en bout de ligne, ça sauve des vies. Oui. Ça sauve des vies. Frédéric, qu'est-ce qui peut déterminer justement que quelqu'un puisse être considéré un danger pour soi, pour soi-même? Tu l'as dit tantôt un peu, mais peut-être qu'on peut revenir là-dessus pour que ça soit clair. Bon, il y a l'automutilation. Oui. C'est quoi les critères? Alors, les critères, puis j'en parlerai à la fin, ils sont un peu contestés en ce moment, là, mais on parle vraiment d'un danger. On parle vraiment d'un danger. Donc, plus on parle de la P38. Je pense que c'est intéressant qu'on ait vraiment la nuance entre les deux. Puis, je veux pas qu'on se mélange parce que les critères sont différents. La P38, je réitère, c'est l'hospitalisation pour vraiment sauver la vie de la personne. Là. C'est vraiment temporaire. Temporaire, le temps qu'on ait des évaluations psychiatriques qui vont déterminer les prochaines étapes. Exact. Et donc, on parle d'un danger grave et imminent pour la vie de la personne. Donc, les exemples que j'ai donnés, c'est vraiment les exemples qui me viennent en tête quand on parle de troubles alimentaires. Oui. Je t'interromps, mais c'est parce que c'est important. L'automutilation, c'est quand même fréquent dans les TA, chez les TA. Ça ne veut pas dire tout le temps... C'est pas vu... Moi, j'ai vu des réactions pas alarmantes du personnel traitant qui, eux autres, n'étaient pas nécessairement impressionnés par une automutilation. Ils ne voyaient pas une urgence dans l'automutilation. Donc, est-ce que ce critère-là, ça amènerait une P38? Là, je te mets dans... Je vois dans tes yeux, c'est comme... Je suis pas la juge. Non, c'est ça. Mais c'est vrai que si on parle d'une situation d'automutilation, les chances sont que la garde soit refusée. Je le mentionne parce que s'il y a des parents, au début, c'est très impressionnant. Oui. Voir quelqu'un s'automutiler, mais ça ne veut pas nécessairement... on ne dit pas de prendre ça à la légère, mais il ne faut pas que les parents pensent « j'appelle, je vais avoir une P38 parce que mon enfant, exemple, s'automutile », c'est pas le cas nécessairement. Non, je veux gérer les attentes des gens. Il y avoir d'autres mesures moins, qui atteignent moins à l'intégrité qu'une hospitalisation forcée dans ce cas-là, par exemple. Donc, quand on parle de dénutrition, ça va être dénutrition sévère aussi où ça va porter atteinte à sa vie. Oui. Donc, on est quand même dans des cas qui sont avancés et la P38, c'est pas une solution comme ça. C'est quand même quand toutes les autres options volontaires ont été écoulées. Ça, c'est toujours dans le cadre de protéger la liberté de la personne. Exactement. On est dans un balancier. C'est vraiment une balance dans les droits et libertés de la personne. Puis, il y a beaucoup de personnes qui, après, arrivent à avoir cette lucidité-là de dire une chance que j'ai eu ça, mais dans le moment, il reste que la volonté de la personne, c'est les droits fondamentaux, c'est les droits de la personnalité. Donc, d'aller contre le consentement de quelqu'un, c'est quand même une mesure qui est importante puis qu'on ne doit pas prendre à la légère. Peut-être nous expliquer maintenant, quels sont les critères pour l'ordonnance de traitement qui diffèrent de la P38? Oui, alors pour l'ordonnance de traitement, comme j'ai mentionné tantôt, on parle vraiment d'une inaptitude à consentir au traitement. Donc, premièrement, il faut un refus catégorique. Et là, le refus catégorique s'applique pour les personnes qui sont de 14 ans et plus. Quand on est en bas de 14 ans... C'est l'autorité parentale. Oui, c'est l'autorité parentale, ce qui fait que si le parent consent, on n'aura pas un refus catégorique parce que ça va être un consentement substitué. Ah, OK. Donc là, on pourrait éviter l'ordonnance de traitement parce qu'on arrive au même résultat? Exactement. Parce que le parent peut dire, oui, je consens à ce que mon enfant soit hospitalisé pour un mois ou 2. Oui. Okay. Par contre, il m'est arrivé, moi, de devoir demander l'autorisation du tribunal dans un contexte où les deux parents n'étaient pas d'accord. Et c'est vrai, on oublie ça, que ça peut arriver. OK. Là, le tribunal devait trancher dans l'intérêt de l'enfant. C'est un trouble alimentaire? C'était pas un trouble alimentaire, mais c'est dans une ordonnance de traitement. Oui. Donc là, c'était dans un autre contexte, mais un parent était pour l'intervention, l'autre parent non. Mais il y avait quand même une urgence d'agir. Donc, le tribunal a dû trancher dans l'intérêt de l'enfant à la lumière de la preuve au dossier, en fait, là, des opinions médicales. Donc, il y a eu
un traitement. Il y a eu un traitement. Donc, je reviens avec les critères là, de l'autorisation de traitement. C'est vraiment le refus catégorique qui est important parce qu'on ne doit pas être dans l'ambiguïté. Vraiment, il faut que ce soit un refus. Mais comme Ève Lery, elle semblait dans l'ambiguïté. Est-ce que là, le médecin, c'est là qu'il peut dire elle n'est pas apte? Exactement. Fait que là, on tombe à consentir. Donc, la personne doit être inapte. Inapte face à la maladie, je réitère, et face au traitement. Là, pas inapte en général dans sa vie, mais c'est vraiment le critère là, de ne pas être capable de voir l'impact de la maladie, de ne pas la reconnaître, en fait, puis être capable de faire la distinction entre la maladie et l'état normal. Qui est le propre des personnes qui souffrent de troubles alimentaires, surtout dans des cas plus sévères. Hein? Josée, c'est ce qu'on remarque. Donc, c'est les différences de critères d'intervention, là, je dirais. En ce qui concerne le critère qui est contesté, oui. je voulais qu'on parle un petit peu des limites là, de cette intervention de P38. Actuellement, il y a une contestation là, qui est en cours par une concertation. C'est piloté par l'Association des médecins psychiatres du Québec, en fait, qui conteste ce critère-là là, de dangerosité comme critère d'intervention. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'on voudrait parler plutôt d'un risque de compromission ou un risque de détériorisation de l'état mental. Donc, qu'on ne se rende pas aussi loin que la dangerosité. Ce qui est probablement une bonne chose, surtout dans un contexte d'un trouble alimentaire, parce que la personne est un danger pour elle-même, mais en même temps, c'est plus, si on parle de compromission, elle compromet à sa santé. Donc, on serait beaucoup plus prêt à intervenir. Et ça vient des psychiatres. Je suis contente d'entendre ça. Oui, ça vient des psychiatres. Puis, c'est pour noter que, justement, ça restreint et... en fait, ça devrait peut-être être remplacé par préjudice sérieux parce que ça pourrait permettre une intervention plus large. Oui. Et en fait, c'est demandé parce que c'est pas tous les incidents qui sont médiatisés, mais malheureusement, il y en a beaucoup où on se rend trop loin. On a trop attendu. Oui, puisque, comme j'expliquais, c'est une balance. C'est une balance des droits et libertés. Les juges ont un peu les mains liées avec les critères. Et donc, des fois, on va toujours prioriser, en fait, la remise en liberté au-delà de la contrainte. Et on va dire, ils auront juste à faire une nouvelle demande, mais parfois, c'est trop tard. Ouais. Ben oui, on le sait. Josée, tu as beaucoup de demandes au niveau de ANEB, justement, pour la raison pourquoi tu voulais qu'on parle d'ordonnance de traitement puis de la P38, c'est que ANEB, qui est un organisme qui soutient les personnes, les proches et les personnes atteintes, ça revient, cette question-là. Oui, bien, surtout les proches là, qui se sentent très impuissants, puis quand il y a beaucoup de déni de la part de la personne, puis qu'on voit que ça se détériore et tout. Donc, les proches se questionnent. Puis malheureusement, on ne connaît pas ça tant que ça. Fait que moi, je trouvais ça super important d'informer. C'est le but, c'est d'informer les proches de ça ressemble à quoi, c'est quoi les critères. Puis c'est sûr que c'est un dernier recours, là. Mais je trouvais ça important quand même d'aborder le sujet. Tellement. Et on le répète, ça peut sauver des vies. Puis en fait, dernier recours, ce que j'entends, Frédéric Forget, c'est qu'ils sont en train de peut-être assouplir un peu les critères. En tout cas, il y a une demande pour pouvoir avoir des interventions plus rapides parce que des fois, c'est trop tard. C'est ce qu'on veut éviter. Donc, moi, je réitère toujours, si vous êtes un proche, vous avez des questionnements, c'est bien, vous allez au-delà. On dit toujours, écoutez votre petite voix. C'est mieux d'avoir une intervention ou faire les démarches, puis on se fait dire non que de ne pas le faire puis de dire, j'aurais donc dû. C'est un peu le but aujourd'hui de l'épisode. Josée, est-ce que je pourrais même dire qu'on met sur le site d'ANEB, mettre peut-être des liens vers des... Je ne sais pas s'il y a des sections... Tout à fait. Puis il y a des sites de vulgarisation juridique au Québec qui peuvent permettre de comprendre comment ça se passe, puis qui permettent vraiment de... C'est ça, il y a des guides aussi qui sont faits, donc je pourrais même vous partager les liens avec plaisir. On va faire ça? Absolument. Plus d'informations qu'on peut donner aux proches, le mieux que c'est. Exactement. Oui, parce que quand on le sait un peu plus, ça peut moins nous intimider puis dire, OK, voici mes options. Je sais que moi, comme proche, pour ma fille, j'avais demandé la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que le déni, c'est tellement fort. Puis voir la personne qui se... C'est plus que sabotage. Elle est en train de se tuer à petit feu devant toi. Puis toi, tu regardes là, tu te dis, ça se peut pas que je peux rien faire. Ça se peut pas qu'il n'existe pas quelque chose. Donc, on a besoin. Puis des fois, ça peut un peu nous rassurer de dire, OK, je continue à suivre ça de près, mais il y a ça et ça qui existe et je vais être prête si je dois intervenir. Donc, au lieu de, quand tu dois intervenir, puis là, on est en état de panique et d'urgence parce que là, c'est tellement inquiétant. C'était mieux avoir l'information
avant. Oui. Avant. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre comme message, Ève-Laurie puis Frédéric, aux gens qui nous écoutent? Peut-être, qu'est-ce qui vous vient en tête? J'imagine que ça ne sera pas le même point de vue, mais Ève-Laurie, je commence avec toi. Oui. Beaucoup de choses, je pense. Mais que je suis vraiment soulagée, je pense, d'avoir eu cette mesure-là. Puis que souvent, mon médecin, elle me dit qu'elle ne sait pas si elle l'a fait trop tard. Oui, c'est comme ça. Elle t'a dit ça? Oui. Elle aurait aimé ça le faire avant, peut-être. Parce que il me laissait aller voir, vas-tu être capable de s'en sortir? Fait que des fois, on est... Puis les Même médecins les médecins n'aiment pas ça. Faire Non. ça, c'est une mesure drastique qui fait peur aussi. Oui. Puis tu te sens comme un peu prise là-dedans. Puis... Mais c'est pour ton bien. Puis quand tu le comprends, ça, tu te sens soulagée aussi. Fait que de ne pas avoir peur de le faire. Tu sais, je parle des médecins, là, mais je parle des familles, tout ça, d'essayer de demander au pire. Si on voit que le danger commence à grandir et ne s'améliore pas. Parce que ça laisse tellement des traces. Puis, tu sais, je le vis au quotidien maintenant, là. Tu sais, c'est... Oui, je vais bien, tu sais, trouble alimentaire est derrière moi, mais physiquement, j'en ai des séquelles. Puis est-ce que je vais en avoir toute ma vie? Je le sais pas. Puis ça se peut que oui, aussi, il va falloir que j'apprenne à vivre avec ça. Mais l'anorexie, c'est une maladie qui te détruit. Puis même si tu arrives à te libérer des pensées, on dirait qu'elle reste un peu là comme... Elle a laissé sa trace. Elle a laissé sa trace. Fait que... Mais il y a de l'espoir. Mais il y a de l'espoir. T'en es la preuve vivante. Il y a toujours de l'espoir. C'est ça. Est-ce que tu aurais aimé que ton médecin a dit qu'elle aurait dû le faire avant? Est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on fasse on prenne la mesure Aujourd'hui, avant? Oui. Aujourd'hui, j'aurais aimé. Mais je suis contente là, qu'on l'ait fait. Là. Mais je pense que ça aurait été correct qu'on le fasse avant. Oui, ça aurait été correct. Mais c'est un message. Je peux comprendre. Oui. C'est tellement des décisions difficiles que personne ose. On espère toujours que la personne qui souffre va se mobiliser elle-même parce qu'on sait que les chances de réussite du traitement sont beaucoup augmentées quand ça vient de la personne puis la personne se mobilise. Mais malheureusement, par la nature même de la maladie, la mobilisation, des fois, peut... Ouais. On ne pourra pas se rendre jusque-là. On ne peut pas attendre après ça toujours. Donc, autant pour les gens, c'est ça, les praticiens, c'est pas tous les intervenants en santé qui comprennent bien les troubles alimentaires. Donc, même pour ça, je peux comprendre qu'il y ait des réticences. Donc... Mais j'ai été vraiment bien suivie. Là. Je ne vais jamais arrêter de remercier l'équipe. Non, tout le monde a fait au meilleur de... Mais oui, j'ai été vraiment bien. Puis je suis très reconnaissante aujourd'hui. Vraiment inspirante. Oui. Vraiment. Ça me touche beaucoup. Bon merci beaucoup. Oui. Frédéric? Mon message, ça s'adresse aux proches, je crois. C'est de ne pas avoir peur, effectivement, de poser les questions. Et surtout, je pense qu'une des grosses craintes des familles, c'est de se sentir en opposition. La justice amène à être un contre l'autre, finalement, dans ce type de procédure, et c'est déchirant pour avoir accompagné des familles. Mais les intervenants, les médecins, les psychiatres, les avocats, les juges, on est tous conscients de cette dualité, mais ça se fait avec beaucoup d'humanité. Tous mes dossiers m'ont énormément touchée. J'étais alliée avec les familles, mais pour les patients. Et... mon souhait, ça serait que ça soit vraiment... qu'on n'ait pas à se rendre dans cette opposition-là, mais c'est de se rappeler de vraiment qu'on le fait pour la personne qu'on aime. Donc, même si ça peut être déchirant, là, c'est de ne pas hésiter. Justement, à la lumière du témoignage que j'entends aujourd'hui, ça démontre à quel point, même si c'est difficile, c'est parce qu'on veut protéger vraiment l'entièreté des droits fondamentaux d'une personne, son droit à l'intégrité, puis de la traiter, en fait, justement, dans cette intégrité-là. Bien dit. Quand tu as remarqué, Frédéric, est-ce que une fois que la personne reçoit les traitements, il y a un clivage entre elle et sa famille ou souvent, comme c'est le cas d'Ève-Laurie, il y a de la reconnaissance? La reconnaissance va venir dans un deuxième temps, oui, c'est ça, plus tard. Ouais. Mais c'est ce qu'il faut que les familles... C'est que oui, au départ, on a peur de perdre la confiance de notre proche. On a peur de faire mal à la relation. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si on est rendu là... C'est nécessaire. Oui, c'est ça. Puis... En rétrospect, une fois que la personne va aller mieux, elle risque d'avoir de la reconnaissance plus que je t'en veux d'avoir intervenu. Là. Donc, c'est ça qu'il faut... Comme aller plus... C'est difficile dans le moment, mais il faut voir plus loin, voir plus grand. Exact.
Exact. Bien, merci. Puis merci aussi pour tout le travail que tu fais auprès des personnes vulnérables. Puis c'est vrai que ça prend beaucoup d'humanité. Je pense pas que c'est donné nécessairement à tout le monde. Alors, mais clairement, tu l'as. Merci. Josée, toi, qu'est-ce que tu aimerais comme message qui soit retenu? Parce que tu as des années d'expérience. Tu as dû voir, est-ce que tu as vu une évolution qu'on fasse appel à ces mesures-là à travers les années? On pose plus de questions. Ouais, ça, déjà, c'est un bon signe. Les gens veulent être on pose plus de questions qu'avant. On est plus informés. Donc, ça, pour moi, c'est une bonne chose. Mais encore là, c'est vraiment en dernier recours. Là. C'est en dernier recours. Est-ce qu'il y a des points essentiels aujourd'hui ou importants qu'on n'a pas touchés, que tu aimerais qu'ils soient abordés? Non, mais je pense que c'est très intéressant, tout ce qui a été abordé, discuté. Puis je vais mettre justement plus d'informations pour que les gens, s'ils veulent avoir plus d'informations, vont pouvoir consulter sur le site Internet. Moi, j'aime beaucoup qu'on a fait les parallèles aussi Oui. parce que moi-même, moi, P38, ordonnance de traitement, on parle souvent, on est dans le sujet, puis tu vois, j'ai appris encore beaucoup de distinctions. Là. Donc, je pense qu'on a tendance, je comprends que c'est des mesures qui sont souvent utilisées peut-être ensemble, mais c'est quand même pas les mêmes mesures qu'on doit retenir. Fait que merci d'avoir mis cet épisode-là où... à travers les sujets qu'on traitait. Parce que c'est beaucoup par rapport aux proches. C'est les demandes des proches. Bien, ça va venir d'un proche, cette mesure-là. Exactement. Ça va venir de quelqu'un qui est soit dans le corps traitant ou les proches. Ça ne viendra pas de la personne. Si tu es obligé de te rendre jusque-là, c'est pas la personne qui est impliquée. Là. On est très conscient. Alors... Puis il faut que je revienne qu'il y a toujours de l'espoir. Oui. Toujours. Ève-Laurie incarne l'espoir. Il faut le dire et le redire qu'on peut se sortir d'un trouble alimentaire. Oh, Fait que les gros messages, c'est si vous faites dire que vous êtes prêt avec un trouble alimentaire autant sévère, qui a commencé à l'âge de 8 ans, qui était super envahissant, puis aujourd'hui, regardez Ève-Laurie, maintenant qui étudie pour être infirmière, Puis préposée préposée aux aussi. bénéficiaires, qui est rayonnante, qui est venue nous voir de Québec ce matin. Alors, merci d'avoir fait la route. Surtout, merci. Merci juste comme d'être là puis de pouvoir partager cette histoire-là. Parce que pour moi, c'est comme j'adore entendre ces messages-là. C'est de l'espoir quand on a quelqu'un qui se bat contre un trouble alimentaire depuis plusieurs années. Donc, on peut guérir à tout moment et complètement. Merci Frédéric pour, je l'ai dit tantôt, mais continue de défendre les plus vulnérables. Parce qu'on a toujours, dans des moments... Là, toi, tu vas redonner aux autres dans ce que tu t'apprêtes à faire. Mais il y a eu des moments qu'il y a eu des gens qui ont été là pour te défendre, toi. Exactement. C'est ça qui me pousse à faire ce métier-là aussi. Puis d'être présent aussi pour les autres. Hein. Ouais. Je pense que je ne vais jamais cesser d'être reconnaissante. Puis, c'est ça. Ah, ben écoute, il faut que j'arrête. Pendant que j'ai encore le contrôle de mes émotions, je vous salue. Je sais que c'est pas facile, mais vous êtes à l'écoute. Ça veut dire que vous faites les étapes pour vous aider. Puis retenez bien le message d'espoir qu'on espère vous avoir transmis aujourd'hui. On vous dit à bientôt. Merci. Le but de ce balado est d'apporter de l'aide et de l'information aux proches d'une personne atteinte d'un trouble alimentaire. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas à souffrir en silence. Pour de l'aide additionnelle, ANEB offre une ligne d'écoute, un service de clavardage, de textos et des groupes de soutien conçus pour les proches. Pour plus d'informations, visitez anebquebec.com.